Deux fois Thomas dans la Oui, liste. c'est normal. Il y a également mes collègues pour les questions qui se sont connectés. Et là, donc, on a les participants qui commencent à nous rejoindre. On va attendre quelques minutes. Voilà, encore quelques minutes. Désolé pour le petit retard technique pour tous les spectateurs du webinaire qui nous rejoignent. Je vous propose qu'on attende encore une minute, le temps que tout le monde se connecte. Très bien. Parfait. J'ai l'impression que la jauge continue à augmenter. Très bien. Eh bien, écoutez, il est 11h02. On va donc commencer le webinaire. Encore une fois, avec toutes mes excuses pour le petit retard technique. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré à la restructuration et à la transformation des entreprises en situation de crise. Ce webinaire a été organisé dans le cadre de l'opération Chief Covid Officer créée par Adéquancy. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une opération qui vise à faciliter la condition de la mise en œuvre et de l'accélération de la reprise d'activité avec une cellule de Chief Covid Officer composée d'une quinzaine de managers de transition présélectionnés par Adéquancy. Et ce dispositif, son animation, ont été vraiment co-construits avec ces managers membres de nos communautés. Et c'était vraiment quelque chose d'important pour nous. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis Thomas Collin, associé cofondateur d'Adéquancy. Et j'ai autour de moi le plaisir d'avoir trois spécialistes du retournement qui vont participer à ces échanges et qui font partie évidemment de l'équipe des Chief Covid Officers. Alors, je vais commencer par Catherine Artus. Catherine, tu es DG de transition spécialisée dans le retournement et la transformation plutôt sur les segments ETI ou Business Unit de grands groupes avec des situations de crise, des sous-performances ou des contextes de mutation importantes. Tu as notamment réalisé des missions pour le compte d'XPO, de FedEx, d'Accor, du Club Méditerranée, de Thomas Cook ou de la Berry. Et tu interviens également dans les phases de M&A ou de Post-Merger Integration. Nous en venons ensuite à nos côtés Eric Denis. Donc Eric, tu es un directeur de transition très opérationnel avec une double expertise B2B et B2C, avec soit des distributions avec des réseaux traditionnels, du e-commerce. Tu es passé par les groupes Casino, Jardiland, Peugeot, mais aussi beaucoup d'ETI et de PME. Tu y as mené des plans de transformation, de restructuration, toujours en vue de créer des synergies, restaurer une profitabilité financière pérenne, et tu accompagnes entreprises et dirigeants sur les changements en temps de crise. Et puis nous avons enfin à nos côtés Stéphane Roussier. Donc Stéphane, tu es DG expert en retournement dans de nombreux secteurs, que ce soit services, distribution. Tu as notamment conduit le retournement de pas mal d'entreprises, des levées de fonds, des cessions. On peut citer Top Achat dans le e-commerce, LDTech, VetAffaires dans le textile, le groupe Tracker sur de la télématique embarquée. Tu as collaboré au cabinet de Dominique Strauss-Kahn à l'époque où il était au ministère de l'économie et des finances. Et puis, tu as fondé un fonds spécialisé dans le retournement avec des investisseurs de premier plan. Tu accompagnes aujourd'hui les dirigeants et les actionnaires dans ces phases de transformation, toujours en recherchant des solutions opérationnelles et financières qui permettent un redéploiement rapide. Donc, merci beaucoup à tous les trois de vous être joints à ce webinaire. L'idée de cet échange, ce n'est pas de revenir sur le catalogue des procédures collectives, des procédures amiables, des procédures préventives, etc.
voilà, de passer en revue ça, dégrainer des mesures juridico-financières, etc., mais plutôt d'apporter aux dirigeants qui nous écoutent et aux managers qui nous écoutent des éléments concrets de réflexion tirés de vos expériences, de vos analyses sur la situation actuelle, pour participer à la réflexion sur les plans d'action à mettre en place, les plans de retournement, et j'allais dire aussi les éléments d'attention qui doivent guider l'action des dirigeants et des managers qui nous écoutent. Voilà. Alors, notre échange va s'articuler en trois parties. D'abord, on va regarder comment lancer un plan, dans quelles conditions. Ensuite, comment créer les conditions de succès d'un plan. Et puis enfin, on abordera la sortie du plan, puisque l'idée, c'est aussi de voir la lumière au bout du tunnel. Et puis enfin, on se réservera un temps dans cette heure d'échange pour répondre aux questions de ceux qui nous écoutent. Donc, je m'adresse à eux. Vous avez la possibilité, tout au long de la discussion, de poser vos questions via le fil de conversation de ce webinaire. Et donc, ensuite, on reprendra les questions qui ont été posées et on les posera à nos trois intervenants pour continuer l'échange sur les sujets qui vous intéressent. Voilà. Alors, on va passer tout de suite à la première partie de l'échange, qui est finalement comment on lance un plan de retournement. Et Stéphane, je crois que tu voulais d'abord nous parler de la place du retournement, enfin de la place naturelle du retournement dans le cycle de vie d'une organisation et d'une entreprise. Oui, en effet, merci Thomas. D'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, Effectivement, quand on parle de retournement, là, on parle de retournement dans le contexte de la crise Covid. Le retournement, c'est un art, une science, comme le développement. Il faut rappeler qu'indépendamment des situations de crise particulières comme celles qu'on connaît, toutes les entreprises, à un moment de leur histoire, voire plusieurs fois d'ailleurs dans leur vie d'entreprise, connaissent, alors les terminologies, il y en a plein, connaissent situation de repositionnement, de réinvention, etc. Bref, de retournement, d'une façon ou d'une autre. Le retournement, c'est donc une phase naturelle, et il faut se décontracter par rapport à ça. C'est une phase naturelle dans la vie, dans l'évolution d'une entreprise. Il n'y a rien de très extraordinaire à ça. Ça résulte simplement de la cyclicité des marchés. Les marchés, ils évoluent. Voilà, il y a une cyclicité naturelle dans les marchés qui est accrue d'ailleurs de la vitesse de transformation de l'offre dans tous les domaines de l'économie, que ce soit dans la supply chain, qui a considérablement évolué avec les facteurs de mondialisation, l'amélioration des performances du transport, etc., etc. Dans tous les domaines d'activité, évidemment le commerce en ligne, l'accélération des processus et des méthodes de l'offre conduisent à redistribuer les cartes et à devoir se réinventer. Donc, toutes les entreprises connaissent à un moment donné de leur histoire ces situations un peu particulières, que sont les situations de crise en général, dans lesquelles on peut parler de retournement. Voilà, rien d'extraordinaire à ça. Et d'ailleurs, à cet égard, il faudra souligner que, de même qu'il existe des universités, des formations, des méthodes, des process pour caractériser la croissance et le développement, de la même façon, il existe des méthodes, des savoir-faire spécifiques à la gestion de crise. D'ailleurs, récemment, il y a des universités qui sont créées, alors là, c'est peut-être lié à la situation particulière qu'on connaît, mais il y a des universités qui ont mis en place des cursus spécifiques sur la gestion de crise. C'est donc un savoir-faire à part entière, un savoir-faire en soi. Et au plan psychologique, alors il y a souvent un problème psychologique parce que la gestion de crise, c'est un peu comme une maladie, quoi. C'est perçu comme une maladie, on n'est pas très fier, etc., etc. Et là, il faut aussi se décontracter parce que on est dans une situation qui est absolument naturelle. Il n'y a pas d'état d'âme à avoir, à conduire une situation de gestion de crise, plus que si on conduisait une situation de business développement traditionnel. Il faut simplement réunir la bonne équipe. Il faut maîtriser la méthode, ça c'est essentiel. Et c'est une méthode qui est spécifique, on va en parler. Il faut avoir du sang-froid, mais il faut aussi avoir du sang-froid dans la croissance et dans le développement. Et puis, et là c'est la clé, il faut avoir la bonne équipe pour élaborer un plan de redressement et pour le conduire. Et comme les savoir-faire sont spécifiques et que le setup, l'état d'esprit est particulier aussi, il faut avoir simplement la bonne équipe pour le faire. Et d'ailleurs, je pense que c'est dans cette perspective et dans ce contexte-là
qu'Adequancy a élaboré l'offre Chief Covid Officer, parce que précisément, on est dans du très spécifique. Il faut peut-être contextualiser un tout petit peu le propos. La particularité de la situation, c'est qu'on n'est pas dans une crise endogène à l'entreprise. Une crise endogène, c'est quand une entreprise est malade dans un marché qui va bien, en résumé. Là, ce n'est pas le cas. On est dans une crise exogène, c'est-à-dire que c'est le marché qui est malade. Et donc, pour que l'entreprise se rétablisse, au-delà de tous les efforts qu'elle peut produire par elle-même, il va falloir aussi, et déjà d'ailleurs, que le marché se rétablisse. Et là, on n'est plus dans une problématique d'offre. Quand l'entreprise est malade, dans un marché qui va bien, on est dans une problématique d'offre. C'est l'offre de l'entreprise qui est décalée par rapport à la situation de marché, l'évolution du marché. Dans une crise exogène, ce n'est pas l'offre de l'entreprise, elle peut l'être. D'ailleurs, les entreprises qui étaient malades avant la crise sont encore plus malades maintenant, si tant est qu'elles existent encore. Dans une crise exogène, c'est le marché qui est malade. Il va falloir que le marché se rétablisse. Et pour ce faire, parce qu'on est dans une problématique de demande et non pas dans une problématique d'offre, il va falloir que la demande, aussi bien d'ailleurs la consommation des ménages, d'un côté, pour les activités de retail ou automobile, par exemple, que les investissements pour les entreprises, pour la partie industrie, se rétablissent. Et ça, c'est toute la question et probablement le grand point d'interrogation de la reprise en septembre. Merci Stéphane. Alors, effectivement, tu insistais sur le fait qu'il ne faut pas se sentir coupable pour lancer un plan de retournement. Eric, je crois que tu soulignes de ton côté que justement pour passer à l'acte du plan de retournement, encore ne faut-il pas être dans une forme de déni finalement? Bonjour à tous. Effectivement, Thomas, la difficulté de conduire un plan de sortie de crise ou de retournement est plus profonde pour les dirigeants qui sont à l'origine de cette création d'entreprise. Généralement, leur niveau d'affect est très élevé, ce qui est normal. Ces dirigeants, on constate qu'ils ont beaucoup de mal à se projeter et surtout à déconstruire ce qu'ils ont construit dans le temps. C'est psychologiquement compliqué et beaucoup sont dans le déni. La plupart du temps, ils seraient capables d'écrire ce plan de redressement, mais leur rapport à l'entreprise, les liens qu'ils ont établis avec leurs collaborateurs, les empêchent d'avoir une vision claire et de passer à l'acte. Généralement, ils ont bien vu les signaux faibles, mais ils les ont repoussés. On entend souvent dire « ça ira bientôt mieux, c'est conjoncturel », mais les chiffres sont têtus. Donc, si des décisions fortes doivent être prises, ce qui est souvent le cas, il est préférable qu'elles le soient par un tiers qui aura une analyse beaucoup plus froide, à la fois sur l'état des lieux, mais aussi sur les actions nécessaires à conduire. Ouais, merci Eric, on l'aura compris hein, sur vos deux interventions, la prise de conscience des difficultés et la volonté d'y faire face sont en fait indispensables, j'allais dire, pour créer les conditions d'un lancement d'un plan de retournement avec ou sans l'aide de tiers. Mais moi, j'aimerais qu'on se penche maintenant sur ce qui se passe en ce moment, parce que finalement, on constate que par rapport à l'ampleur de la crise telle qu'on comprend de tous les chiffres qui sortent, il y a finalement il y a quelques redressements judiciaires, plans de sauvegarde, etc., qui font la une, mais il y en a finalement que beaucoup moins que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Est-ce que c'est finalement une bonne nouvelle? Est-ce que c'est surprenant? Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Les entreprises sont focalisées sur la préservation du cash et la mise en place des différents leviers proposés par l'État. Environ 2/3 d'entre elles ont étalé le paiement des charges sociales, ont constitué des dossiers de prêts garantis par l'État, elles ont différé les paiements non vitaux pour l'entreprise comme les loyers, et elles ont travaillé à obtenir de nouvelles lignes de crédit bancaire ou des reports d'échéance, et aussi bien sûr à l'optimisation du BFR. Donc les niveaux de trésorerie sont généralement plutôt bons à ce jour, mais ce n'est pas sans vigilance pour la deuxième partie de l'année, surtout pour les entreprises qui ont une saisonnalité marquée. Ce qui est surprenant est le fait que seulement 20% des entreprises ont un bon niveau de maturité dans leur prévision de trésorerie. Beaucoup affichent des écarts de plus de 10% entre les prévisions et la réalité. En période de crise, c'est un sujet qui est excessivement vital, d'autant plus qu'une discipline financière ainsi qu'une bonne gestion de la trésorerie seront essentielles pour relancer les ventes et engager bien sûr des projets internes et externes créateurs de valeur. Dans un même temps, il est intéressant de constater que la plupart des entreprises priorisent la relance de l'activité commerciale et souhaitent profiter de cette période de flottement pour conquérir des parts de marché.
De nombreux dirigeants songent aujourd'hui à consolider leur secteur d'activité en participant à une action de rapprochement pour mieux résister à l'avenir, ou tout simplement à profiter d'opportunités que leur présenteront le marché. La situation est plus critique, notamment pour les PME industrielles qui ont une fonction de sous-traitant et pour lesquelles la trésorerie ne leur permet pas d'envisager de passer un été sereinement. Les entreprises qui prévoient un retour à la normale en 12 mois et plus sont celles qui vivent actuellement un arrêt complet d'activité ou celles qui travaillent en lien avec la distribution et la gestion de réseaux de points de vente. Quoi qu'il en soit, la plupart des observateurs estiment que les difficultés financières des PME et des ETI pourraient devenir rapidement intenables si l'activité économique ne se normalise pas d'ici 3 à 4 mois après le déconfinement. Ouais, pour poursuivre sur ce que tu dis, Eric, en préparant ce webinaire, en discutant avec vous et aussi avec d'autres acteurs du restructuring, j'ai l'impression qu'il y a quand même un consensus sur le fait que les procédures collectives vont se multiplier à la rentrée. Mais un point qu'on a eu tous ensemble en préparant ce webinaire, c'est le fait qu'un plan de retournement, il n'est pas forcément lié, enfin, il n'est pas forcément synonyme de redressement judiciaire. C'est sans doute même souvent trop tard. Donc, Karine, est-ce que tu peux partager avec nous le timing finalement? Quand est-ce qu'il faut vraiment lancer ce plan de retournement? Donc, plus la structure est agile, plus on peut attendre. Plus la structure est lourde, c'est-à-dire avec des usines, des entrepôts, des flottes de véhicules, soit des actifs immobilisés, des charges fixes importantes, plus il faut être dans l'anticipation. Donc, le degré d'anticipation dépend à la fois de la typologie d'activité de l'entreprise, de sa taille, de la taille de la structure, de son état financier d'avant la crise et aussi la manière dont le marché a été impacté par la crise Covid. Il faut distinguer les structures qui sont déjà en distress et déjà en grande difficulté financière et celles qui connaissent un stress financier conjoncturel lié à la crise, mais qui ont encore les moyens de s'offrir un plan de retournement et qui peuvent encore s'offrir le luxe d'anticiper. Dans les deux cas de figure, des stratégies de retournement existent et la mise en œuvre de ces stratégies sera différente. Idéalement, il faut lancer un plan avant d'arriver aux solutions de type de sauvegarde ou de procédure collective, car là, on entre dans les cadres beaucoup plus contraints où la liberté d'action est beaucoup plus limitée. Mais on ne le dit pas assez souvent. Déclencher au bon moment une mise sous procédure d'une structure peut être un bon moyen pour la sauver. Et là encore, ça implique de rester le chef d'orchestre de sa procédure et de savoir la maîtriser. Donc, anticiper sa mise sous procédure. Un CCO, dont c'est le métier, rodé à gérer ses procédures et ses écosystèmes juridiques, peut vous y aider. C'est là que le tiers peut avoir un intérêt. Ouais, faire profiter finalement de son vécu sur ce type de procédure, sur ce type de plan. Oui, c'est très clair. En tout cas, ce que je comprends, c'est que le timing est absolument clé. Il va dépendre à la fois de la nature d'activité et aussi des capacités financières à payer ou pas un plan de retournement. En tout cas, on vient de voir que finalement, il y avait un timing qui était important, un besoin de prise de conscience. Moi, j'aimerais maintenant vous entendre plus sur les facteurs clés de réussite. C'est-à-dire, bon, on a décidé de lancer ce plan de retournement. Stéphane, tu disais en préambule que le retournement, ce n'est pas une question de hasard, de chance, mais avant tout d'outils, de méthodes. Finalement, comment le réussir, ce plan? Je crois que ce que disait Karine à l'instant, c'est assez important. La clé, le point de départ, qui est absolument déterminant, c'est l'anticipation. Mais pas uniquement l'anticipation en amont du processus, l'anticipation tout au long du processus. Et évidemment, bien sûr, en amont. Pourquoi? Parce que quand on est dans une situation de crise, on navigue à vue. Il y a plein de paramètres qui vont interférer. Exemple, est-ce que la reprise sera là en septembre? Et si elle n'est pas là en septembre, est-ce qu'elle sera là en décembre? Et si elle n'est pas là en décembre, est-ce qu'elle sera là au premier semestre 2021? Donc, on navigue à vue. Et donc, l'anticipation, ça consiste en quoi? Ça consiste à partir d'un point dur, c'est-à-dire d'un point certain. Et donc, la première des premières mesures à prendre, c'est de conduire un audit. Alors, Eric parlait tout à l'heure de la notion de déni, et c'est effectivement un autre point essentiel. Il faut partir d'un point dur et conduire un audit de situation réelle, un audit rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais un audit sérieux, un audit objectivé, parce que l'objectivité de l'analyse et l'exactitude du chiffre sont les conditions sine qua non de la conduite, de l'anticipation elle-même.
comment est-ce que je peux me positionner si mes chiffres sont plus ou moins justes, si l'analyse elle est plus ou moins aléatoire. On ne peut pas fonder là-dessus un plan. Et l'output de cet audit, appelons-le comme ça, de situation, le cas échéant peut faire appel à une vue extérieure parce qu'il faut objectiver les choses. L'output de cet audit, c'est l'élaboration de ce qu'on pourrait appeler un scénario de worst case, ce que je disais à l'instant, et si la reprise n'est pas en septembre, etc., etc. Donc il faut ce scénario, il faut l'avoir établi, et il faut avoir établi son corollaire, c'est-à-dire le plan de trésorerie qui va bien et qui fait apparaître les impasses à la fois en montant et en période, en date, parce que selon ce que je vais rencontrer comme situation, et on a vu qu'on ne maîtrisait pas tout dans la situation, on est dans une crise de marché, selon ce que je vais rencontrer sur l'avancement des choses, ben, je vais pouvoir prendre des décisions rapides parce que je les aurai anticipées. Et l'anticipation, ça suppose l'exactitude du chiffre et l'objectivité de l'analyse. Ça, c'est le préambule. Après ça, la première phase de conduite du plan lui-même, on entend souvent dire, c'est pas facile à faire, mais on entend souvent dire, il y a deux fourches codines, enfin, il y a une fourche codine, voilà, il faut passer entre l'optimisation du cash, qui est évidemment déterminante, et le retour à un cash flow positif le plus rapidement possible. L'indice de performance de l'optimisation du cash, ben, c'est évidemment la trésorerie, ce qui veut dire qu'il faut avoir une gestion de trésorerie ongoing. C'est pas se donner rendez-vous tous les 2 mois pour faire une situation de la trésorerie, c'est vraiment une gestion de la trésorerie. Et là, ça fait appel à des notions qui sont celles de la business intelligence pour la partie trésorerie. Et puis, pour ce qui est de l'amélioration du cash flow, qui est une condition sine qua non de la reprise d'activité, enfin du redéploiement, on va l'évoquer, l'indice de performance, c'est l'excédent brut d'exploitation, c'est le BE. Comment est-ce que ma boutique, elle évolue, mon entreprise évolue au fil de l'eau, parce que j'ai anticipé les bonnes décisions et qu'en fonction des situations, je peux appuyer sur les bons boutons. Donc voilà, les fourches codines de la gestion de la toute première phase, c'est le cash d'un côté, le cash flow de l'autre, parce que c'est pas compliqué, enfin, c'est évident de comprendre que on peut même pas envisager un retour à une exploitation normale, je ne parlerai pas de normatif, mais normale, si je suis parvenu à une situation d'autofinancement à minima. Voilà. Donc, il faut que je revienne très vite, le plus rapidement possible à cette situation de cash flow positif. Alors, pour ce faire, que ce soit sur le plan de la trésorerie ou sur le plan du cash flow, il y a plein de méthodes, plein d'astuces, plein d'outils, de trucs et astuces qui existent. Et là, c'est toute l'expertise du management de gestion de crise que de les mettre en œuvre. Oui, merci. Merci Stéphane. Donc, toi, effectivement, tu soulignes évidemment, j'allais dire, l'importance de la dimension financière du plan. Karine, toi, de ton côté, tu as choisi d'insister sur la dimension opérationnelle et notamment l'ajustement en permanence des opérations et des ressources par rapport à une demande effective. Tout à fait. Dans la situation actuelle de crise sanitaire mondiale, les entreprises font face à des risques immédiats et de plusieurs natures. Des risques pour les personnels, des risques sur les revenus, des risques d'approvisionnement. Sur le plan des opérations et de la supply chain, la crise Covid-19 a des effets directs, à la fois sur les marchés des clients, mais aussi des fournisseurs, parce qu'il existe des arbitrages immédiats sur la gestion des ressources, tant internes qu'externes. Pour les entreprises ayant conservé une activité pendant le confinement, il s'agissait plutôt d'adapter au quotidien les volumes et les ressources à l'activité réelle de l'entreprise pour conserver le meilleur taux de productivité et adapter les niveaux de service. Lorsque les supply chains reposent sur des tierces parties installées dans les zones concernées par la crise, l'exemple d'une usine de production en Chine par exemple, l'épuisement rapide des stocks devient un risque important. Dans ce contexte, les entreprises sont fortement exposées à une défaillance à court terme et à moyen terme et il peut se contourner si on l'anticipe. Par exemple, pour un acteur majeur de production de matériel informatique que j'accompagne, l'usine de production a été à Wuhan, le berceau de la crise Covid. Nous avons dû redoubler d'ingéniosité pour évacuer le stock disponible dans ces usines qui deviennent très vite obsolètes vers des zones libres et délocaliser la production pour les prochains mois et négocier des voies de trafic aérien internationaux qui ont été stoppées. Donc dès janvier, en Europe et aux US, on était déjà en mode gestion de crise Covid. Donc, les entreprises vont devoir maintenant repenser leur manière de piloter leurs opérations et la notion de RSE devient plus que jamais essentielle. Sur le plan des ressources humaines aussi, la priorité
reste la santé des collaborateurs. Les entreprises doivent garantir leur protection sur le lieu de travail pendant les déplacements, le cas échéant, assurer leur rapatriement pour les expats et les grands voyageurs, afin de garantir la continuité des activités tout en préservant la santé des collaborateurs. Différentes mesures doivent être anticipées, notamment en matière d'organisation du télétravail, qui a été crucial pour la continuité de l'activité, et l'identification de solutions alternatives liées à l'indisponibilité potentielle de certains collaborateurs sur des activités critiques. Ces actions doivent figurer parmi les premières priorités du moment. Sans compter également qu'il y aura une fin à cette situation. Donc pour la réussite d'un plan de restructuration, la motivation, l'implication, le support des équipes reste crucial. Le dirigeant seul ne pourra pas redresser sa structure. C'est un travail d'équipe pour lequel il est important de communiquer et de partager les différentes étapes du plan. Certains et certaines seront amenés à faire des sacrifices, des réductions de temps de travail, des réductions de salaire, le chômage partiel, les prises de congés et RTT imposées, des plans, des PSE qui vont arriver à la rentrée. Donc, il est important de savoir reconnaître les efforts de chacun, de s'engager à ce qu'après le combat, lorsque la barre sera redressée et l'entreprise sécurisée, il vienne un temps des récompenses. Et pour les personnes qui seront amenées à quitter leurs entreprises par le biais de PSE, il est important de mettre les bonnes mesures d'accompagnement en place pour que la transition se fasse dans de bonnes conditions pour eux. Ouais, merci Karine. Pour rebondir sur ce que tu disais et sur le rôle notamment du dirigeant dans la gestion de ces opérations, etc., vis-à-vis des collaborateurs. Eric, toi de ton côté, tu insistes sur un facteur clé de succès que tu estimes fondamental, c'est celle justement de la communication du dirigeant. Oui, tout à fait. Parmi les conditions de succès d'un plan de retournement, il y en a une qui est effectivement fondamentale, c'est la communication du dirigeant. D'expérience, plus cette communication est claire, expliquée, objectivée dans le temps, avec des points d'étape partagés, plus vous allez créer de la confiance autour de vous et plus vous obtiendrez l'adhésion de vos équipes. Le manque de communication crée le doute, donc le manque de confiance dans une période qui est déjà perturbée. Donc c'est le moment de rassembler et de mobiliser. Prenez le temps de réunir votre personnel chaque mois, de leur expliquer où se situe l'entreprise vis-à-vis du plan de marche que vous leur avez présenté. C'est dire ce que l'on va faire et faire ce qu'on dit, et surtout dire la vérité. Ça va demander des efforts et des sacrifices. Il y aura sans doute une exigence d'exemplarité, mais c'est tout aussi important que le plan lui-même. Et puis, surtout, c'est votre crédibilité de patron. En procédant ainsi, avec des indicateurs qui sont connus et partagés, vous allez créer une forte capacité de mobilisation et vous gagnerez en audace et dans l'engagement des équipes. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que cette règle prévaut également en communication externe avec vos différents partenaires, fournisseurs, clients, banquiers ou prestataires. Merci Eric. Donc, si je résume, en fait, on a une première partie de la phase de retournement qui est évidemment un volet financier avec le retour à des cash flows positifs, le dimensionnement des opérations, la communication adaptée. Et ensuite, Stéphane, tu le disais, va venir une phase de redéploiement, mais qui fait toujours partie du plan de retournement. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Donc, l'objectif de la première phase, c'est de revenir à un point d'autofinancement à peu près équilibré. Cash flow positif, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et on a évoqué les mesures à prendre, l'anticipation et les mesures pour le prendre. Bon, j'en suis là. OK, je suis revenu à une situation à peu près équilibrée de cash flow. Le point intéressant, c'est qu'à partir du moment où j'ai atteint ce point-là, les marchés financiers vont se réouvrir progressivement. On a pu le constater là encore, mais c'est vrai à chaque fois qu'il y a une crise. Les marchés financiers sont relativement peu dynamiques pendant la période de crise. En revanche, ils sont assez actifs après la période de crise. On va l'évoquer. Mais donc, je suis arrivé à cette situation où j'ai un autofinancement à peu près correct. Et donc, les marchés financiers vont se réouvrir à moi. Et dans les marchés financiers, il faut entendre en haut de bilan mes actionnaires, le new money, qui peut être intéressé par investir dans mon entreprise, et puis en bas de bilan, les banquiers et l'ensemble des financeurs de l'exploitation. Voilà. Donc, maintenant, mon job, ça va être de créer les conditions du redéploiement, et pour ce faire,
de réunir les moyens humains, les moyens opérationnels et les moyens financiers nécessaires à ce rebond, à ce redéploiement. Et comme d'habitude, je vais élaborer le business plan qui va bien, qui projette l'entreprise, puisque maintenant, je peux me permettre de recommencer à projeter les choses, c'est-à-dire de voir un petit peu plus loin que l'horizon immédiat dans lequel j'étais pendant la gestion de la crise. Et puis, évidemment, je vais faire le plan de trésorerie qui va bien et qui explique, à la fois en montant, en période et en rentabilité, les investissements que j'envisage pour le déploiement de l'entreprise. Et la condition sine qua non de tout ça, c'est d'être revenu à une situation de cash flow positif. Il y a un point, il faut contextualiser un peu la chose, parce qu'il y a un point qui est assez intéressant d'ailleurs, dans ce qui s'est produit ces derniers mois, c'est que cette crise Covid a accéléré un certain nombre de facteurs de transformation des marchés qui étaient latents avant, et elle a mis d'ailleurs en lumière un certain nombre de nouvelles tendances de marché. Là, je parle de choses dont on entend parler tous les jours, qui sont la relocalisation, le télétravail, la transformation numérique, la responsabilité sociale des entreprises, les nouveaux modes de consommation, voire même l'idée de nouveaux modes de déconsommation. Il est bien probable qu'à court terme, l'ensemble de ces facteurs et l'ensemble de ces tendances ne vont pas modifier en profondeur la réalité économique de l'entreprise. Mais pour autant, je crois que dans cette phase de redéploiement, il est incontournable d'intégrer ces facteurs et ces tendances dans la projection du rebond et l'évolution de l'entreprise à moyen terme. Merci beaucoup Stéphane. Karine, de ton côté, comment tu la vois cette phase de redéploiement? Si on prend l'exemple du retail, par exemple, la digitalisation permet d'accéder à des nouveaux canaux de distribution. Donc, c'est un investissement accessible qui peut être lancé en temps de crise et qui peut sécuriser également un scénario de deuxième vague dont on n'est toujours pas à l'abri. En logistique, par contre, si l'automatisation des entrepôts est une source d'amélioration, soit de la productivité, soit de la capacité du volume traité, l'investissement est important, lourd. Donc, la décision d'automatisation des entrepôts est à planifier dans le plan de retournement, évidemment, mais une fois que les mesures d'urgence de retour à un cash flow positif seront sécurisées, les objectifs atteints. Il serait déraisonnable d'investir à ce moment. Néanmoins, un plan de retournement efficace doit agir sur l'augmentation des volumes de vente, sur la rentabilité des services et des opérations, sur la réduction des coûts, sur l'optimisation des processus et se focaliser sur le retour au plus tôt au seuil de rentabilité de l'entreprise. Ça peut passer par la fermeture d'un site de production ou la vente d'un actif. Une crise, c'est aussi un excellent moyen pour une entreprise de se réinventer ou de se recentrer sur son cœur de marché. Ouais, merci beaucoup. Et Eric, de ton côté, en préparant ce webinaire, tu nous disais que finalement, le retournement, ce n'est pas une mesure magique, clé qui va tout changer, mais, parce que quelque part, sinon, on l'aurait déjà fait, mais plutôt un ensemble de mesures à tous les niveaux qui, grandes ou petites, finissent par créer une dynamique positive de ce retournement. Oui, Thomas. Le redressement d'une entreprise devra bien sûr répondre à des questions organisationnelles, digitales, on a beaucoup parlé du télétravail, et financières. C'est le travail que mènent beaucoup de compagnies en ce moment. Mais sécuriser un redressement passe par un ensemble de mesures. Certaines de ces mesures ne seront peut-être pas d'ailleurs très spectaculaires, mais mises bout à bout, elles forment un socle qui fait qu'à la fin, l'entreprise est plus solide dans son plan de marche et confiante en la sortie de crise. Ensuite, comme le disait Karine, la crise va être une formidable opportunité de se poser les bonnes questions. Des questions que l'on ne se serait pas posées forcément par ailleurs. Une entreprise n'est jamais aussi forte que sur son cœur de métier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se recentrer que sur son cœur de métier. Ça veut dire faisons bien ce que nous savons faire et là où nos clients nous attendent. C'est notre socle de rentabilité, c'est notre socle d'activité. Puis soyons malins et créatifs pour aller chercher des parts de marché et des leviers de croissance sur des territoires connexes à notre métier où nous serons légitimes avec des conséquences bien sûr positives sur l'entreprise. Mais bien évidemment, ces mesures se managent avec une grande rigueur et beaucoup de précision. Oui, merci Eric. Ce qu'on voit, c'est que cette phase de redéploiement, elle initie finalement
un horizon d'opportunités beaucoup plus positif que le retournement en lui-même. Donc, j'aimerais justement qu'on en parle. Je disais tout à l'heure, voir la lumière au bout du tunnel. Karine, pour toi, quel est l'horizon de la sortie du plan, notamment au regard de la crise actuelle? Il faut distinguer les entreprises qui vont échapper aux procédures des entreprises qui vont être sous procédure. Le constat est clair, les entreprises qui choisissent la procédure de sauvegarde s'en sortent mieux que celles qui entrent directement en redressement judiciaire et de manière contrainte. La mise sous procédure doit aussi être anticipée. On n'est pas obligé d'attendre d'être mis sous procédure, on peut s'y mettre soi-même, se déclarer. Et dans ce cas, on maximise ses chances de s'en sortir, parce qu'on se déclare lorsqu'on a encore des possibilités d'action. Donc, elles sont à environ 62% à obtenir un plan de restructuration. Celles qui entrent en procédure de sauvegarde sont à environ 62% à obtenir un plan de restructuration de leur dette, contre 27% seulement pour celles qui auront opté pour un redressement judiciaire. Et cet écart de 35% peut avoir plusieurs explications. Il peut refléter des différences dans les caractéristiques qui étaient observables au niveau des entreprises au moment du RJ, tels que le ratio d'endettement, la taille, le secteur ou la zone géographique de l'entreprise, ou bien des différences dans les caractéristiques inobservables avant la mise sous procédure de l'entreprise, c'est-à-dire la personnalité du chef d'entreprise, qui va avoir beaucoup d'influence sur sa capacité à faire sortir son entreprise de la procédure, et qui va gagner ou pas la confiance du tribunal de commerce. Il peut aussi s'expliquer par une meilleure réputation des procédures préventives. Les entreprises en sauvegarde ayant une plus grande chance de survie à l'ouverture de procédure ne font pas fuir l'ensemble des partenaires, les clients, les créditeurs, les employés, les fournisseurs, ce qui augmente les chances de survie de l'entreprise et la préservation de son écosystème. Pourtant, en dépit de ce succès, très peu d'entreprises ont recours à la sauvegarde. Elles représentent en moyenne 6% des procédures de traitement des difficultés financières entre 2008 et 2018. Donc, on peut trouver naturel pour les entreprises qui privilégient les procédures confidentielles comme le mandat ad hoc ou la conciliation qui protègent davantage leur réputation. Il est cependant regrettable que les entreprises qui pourraient avoir recours à ce dispositif préventif ne le fassent pas et finissent en redressement judiciaire contraint. Donc, si on donne quelques chiffres pour les personnes qui sont moins familiers à ce type de procédure, le mandat ad hoc connaît un taux de réussite de plus de 70%. De plus de 60%. Et 70% de ces entreprises sont toujours en bonne santé 3 ans plus tard. Donc, c'est une vraie réussite. Seulement 13% des entreprises qui ont enclenché une procédure de sauvegarde ont été converties en redressement judiciaire ou en liquidation. Donc, c'est encore un point positif. Les conciliations ou les homologations, 80% des cas aboutissent à un accord à l'amiable entre les parties et les créanciers. Donc entre l'entreprise en difficulté et ses créanciers. Le redressement judiciaire, par contre, 65% des procédures se soldent par une liquidation. Elles sont souvent déclenchées trop tard. 8% aboutissent à des plans de cession et 27% à un plan de continuation. Donc les chiffres sont beaucoup moins positifs. Quand est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette crise? Est-ce que l'on peut espérer de sortir de la crise à horizon de 18 mois? Oui, s'il n'y a pas de seconde vague. Non, si on n'a pas une reprise du marché, par exemple. Donc, tout dépendra de la reprise de la consommation. Il faut penser que c'est une spécificité de cette crise Covid, elle touche tout le monde, alors que d'habitude, c'est une entreprise sur un marché qui reste porteur et sain. Donc, la crise Covid a métamorphosé en quelques jours l'organisation de toutes les entreprises françaises. Après avoir adopté les nouvelles méthodes de travail, le travail à distance, elles doivent maintenant anticiper la sortie du déconfinement et le plan de reprise d'activité. La situation est inédite et demande du calme, de l'humilité et de l'anticipation pour se fixer une stratégie solide. Anticiper maintenant, c'est durer le maximum de temps pour ensuite profiter d'opportunités de croissance, d'acquisition via reprise à la barre et de consolidation. Ouais, merci Karine. Je crois qu'effectivement, tu as démontré notamment au travers des analyses comparatives chiffrées l'intérêt de l'anticipation. Hein. On a beaucoup parlé de cette anticipation dans la mise en place du plan, finalement pour s'assurer la meilleure issue possible. Stéphane, toi, tu tapes sur ce que tu appelles un rebond des marchés pour sortir par le haut du plan de retournement.
Tu peux nous en dire un peu plus sur Oui, ce parce que, bon, on fait face à une crise systémique, mais ce n'est pas la première. Au cours des 50 dernières années, on a connu les chocs pétroliers en 73, en 79, on a connu la crise boursière en 2001, on a connu la crise des subprimes, la crise financière en 2008. Donc, on a pas mal de visibilité dans votre viseur. Et quand on analyse un petit peu ces situations, on se rend bien compte qu'à chaque compression des marchés, et là je parle aussi bien des marchés économiques, de l'économie réelle, que des marchés financiers, spéculatifs, à chaque fois qu'il y a une compression forte des marchés, il y a derrière un rebond qui en général est proportionné. Voilà. Donc, on a tout lieu de penser qu'effectivement, derrière la compression des marchés qu'on connaît aujourd'hui, qui va durer, même si ça c'est la durée elle-même reste l'inconnu, il y aura aussi un rebond proportionné. Voilà. Après ça, il y a les entreprises, qu'elles aient suivi une procédure préventive ou pas d'ailleurs. Il y a les entreprises qui auront su se préserver, qui auront su préserver leur cash, qui auront su gérer la situation de crise avec la méthode et les process et l'exigence qu'on a évoquées au cours de cette heure. Voilà, qui auront constitué les équipes et puis il y aura celles qui auront eu moins de professionnalisme dans la gestion de la situation. Et puis, de facto, il y aura les prédateurs et les prédatés. Il y a ceux qui seront capables, parce qu'à la sortie de crise, ils afficheront une situation qui sera maintenue, de lever des capitaux et d'être les acteurs de la consolidation des marchés, comme l'histoire le montre à chaque fois. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a plein de leaders aujourd'hui qui sont leaders de marché, alors qu'avant crise, ils ne l'étaient pas. Donc, il y a comme ça une redistribution des cartes. Le corollaire de la chose étant simple, c'est que les marchés financiers en situation de crise, on vient de le vivre là, sont relativement atones, sont relativement absents. La bourse, dans tous les pays, a connu des baisses considérables pendant la période de confinement et encore maintenant d'ailleurs, même si elle a des hauts débats, mais la moyenne, elle est quand même négative. Voilà. En revanche, les investisseurs sont toujours très actifs sur les marchés dans le dos de la crise pour bénéficier des opportunités que la crise laisse dans son sillage. Et donc, les entreprises, celles qui auront pu se maintenir et qui auront donc géré cette situation avec le professionnalisme qu'on évoquait et les méthodes qu'on évoquait, ces entreprises-là seront les acteurs du marché de demain. Voilà. Alors, à tout malheur, une chose est bonne. On a évoqué beaucoup de choses un peu sombres là pendant une heure. Il faut simplement savoir que le soleil se lèvera demain et qu'il y aura de très belles opportunités. Voilà. Ouais, merci Stéphane. Eric, de ton côté, toi aussi, tu insistes sur le fait que, en gros, l'anticipation permettra d'ouvrir à terme des options de sortie de plan que tu qualifies d'offensives. Oui, j'observe aujourd'hui deux schémas d'entreprise. Les entreprises qui, à ce jour, en sont toujours au bilan post-Covid, à l'analyse et commencent à peine à écrire une stratégie. Et il y en a plus qu'on croit. Et celles qui sont déjà projetées vers demain, avec une feuille de route élaborée, à géométrie variable pour permettre des ajustements de parcours, mais offensive quoi qu'il en soit. Donc, nul doute que l'anticipation et la vitesse de transformation seront les clés de la sortie de crise. Plus les entreprises auront anticipé et plus elles sortiront vite de la crise. Elles auront sans doute une plus grande stabilité financière, une trésorerie plus saine et très certainement des opportunités de consolidation. Ouais, merci beaucoup à tous les trois. Donc, il y a quand même effectivement de la lumière au bout du tunnel et je rejoins Stéphane. On a parlé d'efforts, de sang, de larmes, pour paraphraser Churchill, mais l'idée est bien de sortir du plan avec des possibilités de sortie par le haut. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. On arrive à la fin de cet échange. Et avant de passer aux questions-réponses, je voulais juste terminer en partageant avec vous le mot de la fin. Et j'ai choisi Arnaud Marion, qui est quand même un peu le porte-parole médiatique du restructuring en France. Et notamment, il a la citation qui a été reprise hier dans Challenge. Il nous dit
le Covid-19 finalement est un accélérateur et non un déclencheur. Les sociétés qui vont déposer le bilan étaient finalement déjà fragiles. Le Covid n'a fait que précipiter leur situation. Une première vague proviendra des refus des PGE, c'est celle qu'on voit en ce moment. Hein. Les entreprises ayant connu une restructuration de leur activité n'ont pas de banquier pour les financer et de manière logique, elles ne parviennent pas à obtenir un PGE et ces entreprises surendettées et débancarisées qui alimentent la première vague de dépôt de bilan qui s'est déclenchée autour du 15 juin. Bon, je pense qu'on est encore en plein dedans, tout le monde a en tête des grandes enseignes, notamment dans le retail. Ce qu'il dit, c'est une deuxième vague va arriver sans doute au premier trimestre de 2021. Les entreprises insuffisamment profitables, n'ayant pas su se transformer, n'arriveront pas à retrouver un équilibre pérenne entre faible profitabilité, endettement et nouveaux besoins financiers, surtout sur des segments de marché déclinants. Donc là, maintenant, je m'adresse finalement à ceux qui nous écoutent. À vous, quelque part, de faire en sorte que maintenant, de ne pas… Alors, la première vague, elle est en cours et on voit bien les sociétés qui sont touchées, mais il y a encore de la latitude pour ne pas faire partie de cette deuxième vague. Et notre conviction, je pense, à tous au sein d'Adequancy et des CCO, c'est que cela doit amener dès maintenant à lancer des plans d'action qui soient des plans de retournement, des plans de transformation. Voilà. En tout cas, Karine, Eric, Stéphane et tous les autres CCO sélectionnés par Adequancy sont là vraiment pour vous aider. Notre message, c'est n'hésitez pas à les solliciter, n'hésitez pas à engager le dialogue. Notre conviction, c'est que c'est par l'échange direct entre pairs que l'on pourra construire des solutions à cette crise. Et je vous propose maintenant de passer aux questions. Alors, une première question peut-être pour Stéphane, qui nous vient de Philippe. Comment concilier la vitesse nécessaire à l'exécution du retournement et l'inertie qui est propre à un certain nombre d'organisations, sans doute d'ailleurs même beaucoup? Il y a deux éléments de réponse à la question. Le premier élément, c'est, on l'a évoqué, l'anticipation. C'est-à-dire que si j'ai rien anticipé du tout, alors là, je suis dans l'inertie la plus totale. D'abord parce que je ne sais pas quoi faire, et puis il y a un état de stress qu'a évoqué longuement Eric, qui fait que je suis un peu paralysé en plus. Non seulement je ne sais pas quoi faire, mais en plus je suis relativement paralysé au plan psychologique. Donc l'anticipation, c'est un facteur déterminant dans la capacité à prendre des décisions et à s'ajuster. Et ce n'est pas une blague, c'est une vérité absolue. Si je sais où je suis, si je sais qui je suis, si je sais les moyens dont je dispose, alors, avec un peu d'intelligence, je sais aussi ce que je dois faire. Et la question n'est pas de tout déclencher comme ça, n'importe comment et n'importe quand, mais simplement, si j'ai fait mon plan, je sais qu'à telle situation correspond telle action de ma part. Si ceci ne se réalise pas, alors je sais que je dois faire ça. Et si telle autre étape ne se réalise pas non plus, alors je sais que je dois continuer à faire quelque chose, etc. C'est ce mécanisme-là que je dois élaborer. Donc, le premier élément de réponse, c'est l'anticipation. Et puis, le deuxième élément de réponse, c'est l'expertise. Le one-man show, ça n'existe pas non plus. D'accord ? Donc, l'entrepreneur… Par définition, quand on est en situation de crise, on est un peu non seulement dans le déni éventuellement, mais dans le non-dit aussi. Parce que mon directeur financier, qui est un de mes proches collaborateurs dans la situation de gestion de crise, mais il fait partie de la situation de crise. Non pas qu'il en soit responsable, évidemment, mais il a lui-même sa propre angoisse, sa propre inquiétude. Où est-ce qu'on va, etc., etc. Et il les voit bien, les limites du plan de trésorerie, puisque c'est son job que de les gérer. Donc, c'est très difficile pour moi, directeur d'entreprise, manager d'entreprise, je suis un peu tout seul. Et donc, il faut que je m'entoure de gens qui ont une vision complètement décomplexée de la situation, qui ont une vision complètement dédramatisée de la situation, qui sont capables, de m'aider à prendre des décisions que seul je ne pourrais pas prendre, ou que j'aurais un mal fou à prendre, ou que je prendrais trop tard. Donc, la réponse à la question de Philippe, c'est simple, hein, anticipation d'un côté, équipe de l'autre. On est dans un combat. Exactement comme dans une situation d'acquisition d'entreprise, de consolidation de marché. C'est un combat, voilà, et c'est un combat qui va durer un certain nombre de mois. Il faut s'être équipé à la fois en connaissances et en méthode et en people, en compétences, pour faire face à ce combat.
Ouais, merci Stéphane. Ensuite, on a une question de Nathalie, peut-être plutôt pour Karine. Là, on va parler des fameuses entreprises de la première vague Dixit Arnaud Marion. Nathalie nous dit finalement comment trouver des solutions de financement si on n'a pas obtenu le PGE. Quelles sont pour toi les pistes aujourd'hui, Karine? Alors, pour les entreprises qui n'ont pas obtenu le PGE, il est important de se mettre sous procédure le plus tôt possible. Ensuite, d'analyser quel est le niveau de criticité de ce manque de trésorerie. Donc, évidemment, plus on va avoir de créanciers diverses et variées, plus on va avoir des difficultés à obtenir des reports d'échéance. Mais la mise sous procédure va permettre de préserver l'entreprise et d'aller chercher des solutions auprès des créanciers, des solutions d'étalement de la dette. Et ensuite, il y a des experts qui vont chercher avec vous des solutions pour vous accompagner à trouver des solutions bancaires ou des solutions de refinancement sur le marché via des investisseurs spécialisés dans ce domaine d'activité. Évidemment, plus l'entreprise est fragilisée, petite, attendue, plus ce sera compliqué de trouver une possibilité d'étalement de la dette. Mais c'est possible. C'est possible, ce sera une durée de plan différent, ce sera un effort avec les tribunaux de commerce différents. Il va y avoir une mise sous procédure longue, un combat à mener, un courage à avoir pour le manager qui va devoir se présenter devant un tribunal. Et là encore, il faut qu'il soit accompagné par un expert de restructuration de la dette. Ouais, merci Karine. Stéphane, tu veux éventuellement Non, juste, en plus de ce que disait Karine là, il faut simplement savoir que les amendements du 25 mars qui ont été apportés aux lois qui prévalent sur les procédures collectives, sur les procédures de prévention, donnent des moyens étendus à l'administrateur dans le cadre de conciliation. Et donc la conciliation devient un outil. La conciliation qui jusqu'à présent était un outil, comme son nom l'indique, de rencontre et d'essayer de trouver une plateforme d'intérêt commun, là ça devient un outil de pression. Le conciliateur aujourd'hui, il a les moyens de pouvoir contraindre, alors qu'il ne les avait pas jusqu'au 25 mars dernier. Donc effectivement, les procédures sont, sans aller jusqu'à la sauvegarde nécessairement, mais l'ensemble des procédures de prévention sont des outils absolument intéressants et de la même façon qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme dans la mise en œuvre d'un plan de redressement, il ne faut surtout pas avoir d'état d'âme dans l'ouverture d'une procédure. Non, il ne faut pas en avoir honte en fait, ça fait partie de la vie. C'est bien de faire ça. C'est bien, c'est parfois le dernier moyen de préserver l'actif de l'entreprise. Et trop souvent, le dirigeant est seul et n'ose pas le faire. Ouais. Alors après, j'avais une question peut-être qui s'adresse plutôt à Eric sur comment finalement concilier la profondeur du carnet de commandes et la justesse de la prévision de la trésorerie à court moyen terme et comment on communique aussi auprès des actionnaires. Et ça, bon, je pense que Eric, dans le retail, tu as dû voir des prévisions de plus ou moins bonne qualité. Comment on gère ça? La réponse à cette question est assez proche que celle que donnait Stéphane tout à l'heure sur la vitesse d'exécution au retournement. En fait, on doit bâtir plusieurs scénarios, dont un worst case, disant dans mon carnet de commandes, qu'est-ce qui est sécurisé? Alors ça demande un espèce d'inventaire. Qu'est-ce qui est sécurisé? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et en fonction de ça, on peut faire plusieurs hypothèses et de ces hypothèses vont du worst case jusqu'au best case déboucher sur la prévision de trésorerie. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pratiquement du quotidien, mais il faut pouvoir avoir connaissance de la sécurisation du carnet de commandes et puis en fonction de ça, établir des plans. La communication vis-à-vis des actionnaires, pour moi, il n'y a pas d'autre choix que d'être transparent. C'est votre responsabilité de dirigeant, c'est votre crédibilité aussi de dirigeant. Alors, par ailleurs, les actionnaires détestent tous les sujets anxiogènes. Et donc, à chacun des sujets qui sera abordé, et surtout lorsque ce sont des sujets difficiles, il nous appartient, en tant que dirigeants, d'y apporter des réponses. Et si cette réponse ne s'avère pas dans le temps, comme disait Stéphane tout à l'heure, on a un plan B, on a un plan C, de manière à montrer que l'on maîtrise la situation.
Et en fait, un actionnaire, il peut comprendre, surtout dans le cas de crise exogène que nous traversons, qu'un dirigeant n'a pas une vision forcément à l'interne. Il peut comprendre que ça vient impacter l'entreprise sur des résultats négatifs. Par contre, il ne comprendrait pas qu'un dirigeant ne maîtrise pas ses leviers et ne maîtrise pas son plan d'action. À partir du moment où vous pilotez votre entreprise, à partir du moment où vous maîtrisez, où vous avez anticipé, mais on tourne toujours, la boucle est bouclée, les différents scénarios en étant prudent dans les différents chiffres que l'on annonce et que l'on va réaliser, eh bien, forcément, vous montrez que vous maîtrisez la situation, donc vous êtes un patron dans votre entreprise et ça rassure les actionnaires. Et puis par ailleurs, les actionnaires ne sont pas forcément que des censeurs. Il y a quand même un échange qui se crée avec eux. Il faut expliquer les choses, parfois comme avec les collaborateurs. Expliquer davantage, expliquer pourquoi, quelles sont les options que l'on a choisies. Et en fonction de ces options, bien évidemment, on aura des comptes à rendre. Mais si le plan est bien élaboré, s'il est bien anticipé, généralement, ça se passe plutôt bien. La clé reste la communication, en fait. Il faut communiquer avec son actionnaire, comme avec ses collaborateurs, comme avec ses fournisseurs. En B2C, ça ne marche pas, mais en B2B, il est très facile de communiquer avec ses clients pour essayer d'ajuster au quotidien ce volume d'affaires qu'il prévoit de nous confier. Et ça permet aussi de sécuriser notre volume d'affaires. On peut peut-être, Stéphane, je vois que tu faisais un signe. Toi, tu as été des deux côtés. Tu as été dirigeant, tu as été actionnaire. Qu'est-ce que ça t'inspire? Non, pour avoir été des deux côtés, justement, il y a une chose qui est claire, très claire, c'est qu'en situation de crise, les actionnaires souvent, mais pas que les actionnaires d'ailleurs, l'ensemble des instances de l'entreprise, ont une vision assez court terme des intérêts individuels, pas toujours de l'intérêt collectif, c'est-à-dire de l'intérêt social de l'entreprise. Voilà, chacun, je ne sais pas, les fonds d'investissement qui ont investi il y a 8 ans dans telle entreprise, aujourd'hui, ils regardent la valeur de l'entreprise dans leur compte et ça ne les arrange pas bien si on leur parle de plan d'investissement à 3 ans, par exemple. Enfin, voilà. Donc, en situation de crise, la vision d'analyse, elle se raccourcit drôlement et on est plutôt en train de considérer des intérêts partisans, mais c'est normal, il n'y a pas de mal à ça, plutôt que l'intérêt social de l'entreprise. C'est là où le Chief COVID Officer, à cas échéant, a un intérêt. C'est d'une certaine façon, c'est l'administrateur indépendant. C'est le type qui a un regard extérieur et dont la seule préoccupation est l'intérêt social de l'entreprise et pas l'intérêt partisan de tel ou tel acteur de l'entreprise ou partenaire de l'entreprise. Et dans la gestion de crise, c'est drôlement important de conserver une vision bien pratique de l'intérêt social de l'entreprise. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'on a encore le temps pour une question de Patrice. Peut-être pour Karine dans un premier temps, croyez-vous que l'on va avoir plus de relocalisation industrielle, on en parle beaucoup en ce moment en France, d'outils de production, autrefois, j'allais dire, délocalisés dans des zones low cost. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, oui, il va y avoir des relocalisations, mais il faut rester réaliste. Le coût du travail en France est cher par rapport à nos collègues roumains, polonais. Donc, penser que le marché automobile va revenir, le marché de manufacture va revenir en France, c'est illusoire. Par contre, sur certains segments qui vont être stratégiques, donc ça peut être l'high-tech, ça peut être les médicaments, on a vu qu'on avait un intérêt à relocaliser ou en tout cas trouver une solution plus européenne d'être autonome. Voilà. Donc, non, on n'aura pas une relocalisation massive de toute l'industrie manufacturière que l'on a délocalisée, mais on va étudier comment au niveau européen, on peut être plus autonome sans dépendre de la Chine ou des US. Voilà. Donc, le plan va être beaucoup plus stratégique que cela. Et on va essayer de relocaliser les industries sur lesquelles on est les plus compétitifs pour que cela ait un sens économique également.
Ok, merci Karine. Stéphane, Eric, un sentiment sur cette partie-là? Moi, j'ai le sentiment qu'il faut distinguer la production et l'assemblage. Euh, C'est-à-dire que la production, elle restera probablement, la fabrication, elle peut rester probablement en Asie ou dans des zones où le coût de la main-d'œuvre est bien moindre. Mais j'ai un peu le sentiment qu'on va aller progressivement vers la réincorporation de la valeur ajoutée en France, mais pas les Italiens en Italie, etc. C'est-à-dire réintégrer les chaînes d'assemblage de pièces qui seront éventuellement fabriquées à l'étranger, c'est-à-dire réintégrer les segments, les parties de la production qui ont une vraie valeur ajoutée et où notamment l'automatisation permet de réduire les coûts de production. Donc j'ai un peu l'impression qu'on va arriver à quelque chose comme ça qui distinguera la fabrication et l'assemblage. Et puis je suis tout à fait d'accord avec Karine. Il y a des domaines où la méthode d'analyse, la méthode de pensée n'est plus la stricte rentabilité de la chose, mais effectivement où une dimension stratégique rentre en ligne de compte, et pas uniquement au niveau de l'industrie, mais au niveau de l'alimentation. Est-ce que c'est pas mieux finalement, quitte à payer un peu plus cher, de consommer des carottes qui ont poussé en France que des carottes qu'on fait venir voilà, et qui ont une charge de CO2 parce qu'elles ont pris l'avion, etc., etc. Donc il y a tout un tas de réflexions et cette maturité sociale, elle est là, la crise Covid l'a accélérée. Et donc je pense qu'effectivement, on verra évoluer assez rapidement la relation internationale. Oui. Ok. Écoutez, merci beaucoup. Il est midi passé de quelques minutes. L'heure pour nous donc de finir ce webinaire. J'encourage tous ceux qui nous écoutent à continuer la conversation sur community@adeconci.com et on transmettra évidemment les sujets à Karine, Eric et Stéphane. Encore merci à vous trois d'avoir pris du temps pour préparer ce webinaire et échanger ce matin avec nous. Et puis, je donne rendez-vous cet après-midi à ceux qui le souhaitent pour un webinaire à 14 h consacré à la digitalisation. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci Thomas. Merci à tous. À tous. Au revoir. Au revoir. Et bien, c'est bon. J'ai appuyé sur le bouton rapidement. Ouais, je vous rappelle.